Bonjour, je m'appelle Aïcha Boukrissa, je suis professeure en sciences de l'information et de la communication. Ma spécialité est dans la communication interdisciplinaire, médias en éducation surtout, parce que je m'intéresse à tout ce qui touche la société en général et plus précisément la société algérienne. Je suis professeure, cela fait très très longtemps, docteur aussi. J'ai passé toute ma vie dans les sciences de l'éducation. J'ai commencé d'abord par le bas niveau, c'est-à-dire le collège, bien sûr en poursuivant mes études avant c'était l'école de journalisme, mais après avec les années, ça s'est transformé, cette école s'est transformée en institut des sciences de l'information et de la communication, c'est-à-dire que le métier de journalisme est intégré dedans. Je me suis intéressée à la recherche il y a très très longtemps avec mes éminents professeurs à l'Institut depuis les années, fin des années 80. Et puis après, j'ai continué lors de ma recherche et lors de mon travail sur un projet de doctorat qui est éduqué aux médias. Et puis après ça, ben, je me suis lancée dans la recherche et j'ai croisé le RIA il y a fort longtemps et puis j'ai continué jusqu'à présent. Euh, Qu'est-ce que tu attends de ce colloque? Alors, ce que j'attends de ce colloque, c'est beaucoup. Tout d'abord, je suis venue pour les échanges entre chercheurs et puis aussi la trajectoire thématique qui est très très intéressante d'actualité et c'est un besoin finalement. Ensuite, voir aussi mes collègues chercheurs et voir aussi la possibilité d'organiser le colloque prochain dans un pays où aussi l'animation est importante et elle prend sa largeur et son importance dans la société et dans la société profonde. Et On parle de la Tunisie, oui. oui, et ce projet que je viens de déposer à travers un collègue à nous qui a aussi été chercheur dans le RIA, qui est Mohamed Lahbib Khadraoui, qui vient juste d'être nommé comme directeur de l'Institut de la médiation et de l'animation. Et ça, c'est très, très important parce que la Tunisie, elle a vraiment forgé là-dessus et on a beaucoup à voir et à faire dans cet institut si jamais la candidature postule sur la Tunisie. Et quelle est la différence entre médiation culturelle et animation socioculturelle ou animation culturelle? Ben, la différence entre la médiation et l'animation, c'était une trajectoire thématique que l'Habib, à travers l'ancienne directrice de cet institut de Tunisie, avait organisé en qualité de colloque le mois de juin 2023, le 6 et le 7 juin, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter. Et puis, j'y ai assisté avec une Et la différence? communication. La différence, c'est que ce ne sont pas des différences, mais ce sont des complémentarités. Parce que nous retrouvons dans la médiation l'animation socioculturelle. Et ce qui est important là-dessus, dans les concepts, c'est pas la séparation, mais c'est la liaison. Parce que cette liaison, elle peut améliorer et on peut en profiter. Elle peut améliorer l'animation et elle peut en faire profiter les animateurs dans le sens professionnel pour un tout petit peu pousser, pas un tout petit peu, mais pour donner une force à ce que nous appelons culture et société. Mais l'animation peut se réaliser à travers la médiation Bien culturelle. sûr, l'animation est une forme de médiation. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une complémentarité et ce n'est pas une différence entre les deux. Et j'adore cet institut parce que je me suis dérangée c'est-à-dire que je me suis déplacée, pas dérangée, déplacée pour le voir et pour voir ce que font les animateurs professionnels. C'est énorme dans un pays où, disons, le dispositif ou bien les moyens sont peu. Alors, eux, ils vont vers les autres et ils sont venus vers moi en Algérie pour chercher, pas de l'aide, mais chercher une collaboration. Et c'est ce qui est bien et beau dans ce que nous appelons l'animation socioculturelle. Parce que c'est ce qui va permettre à cette médiation d'être forte, riche et belle dans cet échange d'expériences entre les deux. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. J'étais étonnée de voir que pour
l'animation socioculturelle pour former des animateurs, ben, l'Institut s'étale sur 25 hectares au bord de la mer en Tunisie, à Tunis. Un très joli et très beau site qui va dans le sens de l'esprit de l'animation. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Qui ne peut que faire réussir le travail. De façon brève, oui. De ta perspective, du domaine d'où tu viens, où tu te tiens, Oui. commence la phrase par la mission, d'accord? Oui. Quelle est la mission de l'animation? Ben, la mission de l'animation, elle est spécifique, pour ne pas dire générale. Pourquoi? Parce que c'est elle qui permet la réussite de la communication dans ce que nous entreprenons. Quelle que soit l'action, si c'est une action artistique, elle lui permet la réussite. Si c'est une action théâtrale, elle lui permet de la réussite. Si c'est une action autre que le domaine de l'art, cette animation permet à ce processus-là une victoire. Et qu'est-ce que je veux dire par victoire? C'est atteindre l'objectif que l'animateur a tracé avant de s'engager dans cette action culturelle ou cette action de l'animation dans cet axe culturel ou socioculturel. Et ça peut être une action politique? Ben oui, évidemment, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que l'action, on ne peut pas exclure l'action politique de l'animation. Je donne un exemple, le politicien, pas le politique, le politicien. S'il n'est pas un bon animateur, il ne va pas réussir son action. Qu'est-ce que c'est? En quoi consiste son action? C'est de convaincre l'autre de son action. Donc, s'il n'est pas dans ce processus à la communication argumentaire et on va pas dire quelqu'un qui parle bien, parce que l'animation, c'est pas parler, mais l'animation, c'est comment gérer cette communication pour atteindre le but du contenu de l'action de cette animation. Et là, il faut aussi poser le doigt sur l'animateur. Ce n'est pas n'importe qui peut être animateur, comme ce n'est pas n'importe qui peut être politicien. Mais de la perspective de ton pays, est-ce que l'animation peut se traduire par une action politique dans le sens, pas une politique partisane, oui, mais une politique dans le sens de travailler avec des groupes, avec des communautés, au sens politique, intervention civique? Bien sûr, mais dans mon pays, notre regard vis-à-vis de l'animation ne ressemble pas à d'autres pays, comme par exemple la Tunisie. La Tunisie, elle a un institut spécial pour l'animation socioculturelle. C'est-à-dire que si ce regard-là est un regard purement culturel. Mais dans mon pays à moi, l'animation, vous pouvez la retrouver dans plusieurs contextes, entre autres le politique. C'est-à-dire la formation, vous pouvez la retrouver à l'Institut des sciences de la communication. Pourquoi? Parce que l'animateur doit savoir communiquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la question précédente. Communiquer maintenant, il s'agit de quel contenu de communication, c'est là où se pose le problème. Pourquoi? Parce que on doit par exemple répartir ces éléments qui après seront dans la bonne animation, pour pas dire le politique ou autre. Eh ben, il sortira de la généralité de la communication générale, qui est l'animation, pour être dans le contexte spécialisé, c'est-à-dire l'orientation. Et là, la différence entre, quand on parle de l'animation socioculturelle dans son sens général et l'animation socioculturelle quand il s'agit de politique. Voilà. Et tu sais, avec la montée des mouvements partis d'extrême droite en Europe et partout, mais bon, oui. Où se place l'animateur? Comment communiquer? Quoi communiquer? Et que peut-il faire? Alors, la place de l'animateur dans ce qui se passe dans le monde à travers cette évolution politico-économique, c'est que l'animateur doit se maintenir au contexte, parce que c'est le contexte qui va gérer le contenu de sa communication. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai fait la différence entre l'Algérie, par exemple, et la Tunisie en matière d'animation. Puisqu'en Algérie, il n'y a pas d'institut spécialisé pour former des animateurs. Il y a l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports, mais là, c'est pour le domaine sportif.
Mais ces animateurs peuvent, par exemple, aller dans le professionnel, à la télévision, mais section sportive, c'est-à-dire toujours dans le domaine. Mais par rapport à la question, Mais où se place l'animateur et sa communication par rapport à ces mouvements d'extrême droite qui sont très différents de la démocratie. Hein. Voilà, moi je pense que sa place est avec les citoyens, c'est-à-dire en société, pas avec le politicien, pas avec les politiques. L'animation doit être à la base représentée par la société. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces mouvements civils? Il doit avoir un rôle, il doit avoir un rôle, il doit être acteur de la société. Parce que quand on est acteur de la société, on a son mot à dire, on a son mot à imposer et on a pas autorité, mais on est dans la liberté d'orientation de la société. Pas comme dans le politique. Dans le politique, il n'y a qu'une seule orientation, à savoir qui gère le gouvernement, c'est-à-dire le système. Ok, je crois que ça va commencer, mais plus brièvement, oui. Par rapport aux axes du colloque, une ou deux phrases. Quelles peuvent être les conséquences de la transformation politique et sociale d'une intervention démocratique et participative dans l'animation? Elle est complexe. Hein. Okay. Axe 2. Quelles sont les formes qui assument l'animation démocratique et participative avec les différents âges? Est-ce que l'animation se fait avec tous les âges? Ben oui, l'animation, c'est à la base un mode de vie. Parce que c'est l'action. L'animation, c'est l'action. Donc, c'est un mode de vie. Ce mode de vie, on a à le placer dans des catégories différentes, avec sexes différents. L'animation, même quand c'est une société mixte, c'est un mode. Quand c'est une société qui n'est pas mixte et féminine, c'est un mode aussi. Alors, l'animation, c'est le... Tu peux parler des âges, excuse-moi. Alors, les âges, on peut la placer, par exemple, avec les retraités, par exemple, dans certains pays comme mon pays, par exemple, à la retraite, on ne sait pas quoi faire. Alors, l'animation peut jouer un grand rôle là-dessus, dans l'orientation, dans la création, la créativité, parce que ces gens-là ne vont pas mourir en retraite. C'est sûr qu'ils ont à donner. Leur cerveau, il est tellement fort en termes de savoir, en matière de savoir et en termes de savoir-faire, qu'il faut les faire travailler, mais de la façon qu'ils peuvent le faire. Et on peut faire de l'animation avec des bébés? Bien sûr aussi. Qu'est-ce qu'on fait alors avec des bébés? On peut même faire l'animation avec des fœtus. Puisque aujourd'hui les technologies nous le permettent. Alors la maman, une femme enceinte, il faut la prendre en charge dans le médical à travers l'animation pour qu'elle reconnaisse son corps, parce qu'elle va avoir un corps qui est différent de celui de la jeune fille, et en même temps avec l'évolution du fœtus dans son ventre, il faut que nous lui apprenons comment faire avec lui, comment l'animer, comment communiquer avec lui. Au 8e mois, je pense, 7 et demi, 8, le bébé, il réagit si vous lui mettez la musique, si il est en mauvaise position, pour mener cette grossesse à terme avec bonheur et non pas avec un malaise, comme le disent les femmes, en sachant qu'elles sont enceintes. Oh oui, elle est enceinte, elle a peur. Mais non. Et si c'est si fondamental de la participation, que dire de l'animation avec des personnes avec paralysie cérébrale ou avec des personnes en coma? Avec des personnes, je dirais, comment on appelle ça en termes médicaux, qui sont des besoins, je ne sais pas comment on les appelle en termes médicaux, voilà. Il faut aller vers eux, il faut les faire venir pour participer, pour être acteurs de la société aussi. Mais comment ils sont acteurs de la société? Et à travers les associations, en créant des, je ne sais pas moi, des institutions d'animation, parce que ça ne coûte pas cher, il faut faire travailler les gens et leur dire que ce travail qui ne coûte rien, mais finalement qui a de la valeur, c'est une richesse. Parce que ces gens-là, il faut les prendre en charge. Alors, si on les prend en charge à travers l'animation et on les prend en charge avec des professionnels de l'animation, on va être vraiment surpris parce que ces gens-là, cette catégorie, peut nous donner, c'est-à-dire elle peut donner à la société. Elle peut prendre en charge beaucoup de choses. Elle peut prendre en charge le savoir. Elle peut aider les enfants, par exemple.
à réagir. Elle peut aider aussi les enfants à créer. Elle peut faire un accompagnement pour les gens qui sont avant l'âge en puberté, avant l'âge adulte. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces gens d'un certain âge et qui eux-mêmes peuvent être acteurs de la société. Pourquoi les ignorer et les mettre de côté? Ok. Maintenant, le dernier axe, Oui. de quelle forme peut, une forme, tu n'as pas besoin de parler de tout, Oui. de quelle forme peuvent les pratiques artistiques être mobilisées pour renforcer la démocratie et la participation? Artistique, ben, à travers le théâtre, à travers les sorties, à travers des créativités. Nous avons un environnement qui a besoin de nous pour l'embellir, pour le rendre vivant. Moi, j'ai vu, par exemple, en venant à Lisbonne, et ce qui m'a plu, je marchais en centre-ville, et à la limite c'est-à-dire proche d'un parc, et puis il y avait une école. La maîtresse, je pense que c'est une maîtresse parce qu'elle accompagnait des enfants avec un gilet, et de l'école vers le toboggan, elle les ramenait comme ça pour jouer. Je me suis dit, tiens, c'est une belle idée parce qu'un enfant ne doit pas être clôturé entre quatre murs, mais il peut aller ailleurs pour le plaisir et aussi pour participer à embellir l'environnement. Si par exemple cette maîtresse, encore dans sa classe, elle peut les faire, par exemple, travailler avec de la peinture, la sculpture. On peut, par exemple, les mettre dans le parc, tout à côté. Comme ça, les passants, quand ils vont passer, ils vont voir la créativité de ces enfants. Et c'est une façon qui permet d'embellir notre environnement. Moi, j'ai donné ce petit exemple par rapport à cette école que j'ai vue à Lisbonne. Mais chacun peut faire de là où il est, même dans une entreprise, dans la rue comme ça, les écrits, la saleté, tout ça, les enfants, ces adolescents qui peuvent peindre, ben, la mairie ou la préfecture peut mettre à leur disposition de la peinture, ça ne coûte rien du tout. Et au lieu de salir, ben, ils peuvent dessiner, ils peuvent peindre, ils peuvent écrire, ressortir ce qu'ils ont dans le cerveau et qu'ils ne peuvent pas dire parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de s'exprimer par rapport aux politiques, mais ils peuvent, par exemple, le porter sur les murs. Et ça fait beau, ça fait joli. Moi, j'en ai croisé à Lisbonne, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Aïcha. De rien, je vous en prie, ça a été une joie de vous voir, vous, puisque on se croise souvent à l'occasion du congrès du RIA. Et je suis très contente de faire cap sur le Portugal, parce que je connais l'Espagne. J'ai travaillé beaucoup à l'Institut de Tarragone, dans une chaire de communication, de sociologie. Et là, j'en ai fait beaucoup sur l'Espagne, mais je ne connais pas le Portugal et je viens de le connaître. C'est un plaisir et j'espère que je serai dans cet échange avec mon labo à ceux qui veulent Sois la bienvenue s'attacher dans au labo. notre pays. Merci, merci. Merci.